Bienvenue dans Objectif Tech, un podcast de Capgemini France. Bonjour à toutes et à tous. Dans un passé pas si lointain, le cloud était vanté comme un outil permettant des économies de coûts pouvant aller jusqu'à 20% par rapport aux infrastructures on-premise. Mais spoiler alerte, la réalité est bien différente. La surconsommation et les coûts cachés ont rapidement alourdi la facture IT des entreprises et cette tendance risque de s'accentuer avec le déploiement des projets de GenAI. Le sujet de la maîtrise du cloud a d'ailleurs dépassé le cadre de la DSI et suscite désormais l'intérêt des DAF et des PDG. Pour éclaircir ces enjeux, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Christophe Sperandio, Synergy Technical Leader chez Apptio, une filiale d'IBM. Vous êtes dans Objectif Cloud, en direct du studio 147 de Capgemini, et ça commence maintenant. Objectif Cloud, une émission présentée par Delphine Legarlès. Bonjour Christophe et bienvenue dans Objectif Cloud. Bonjour Delphine. Christophe, tu fais partie d'Apptio, qui est un éditeur de solutions autour de la gestion des coûts IT, entreprise rachetée par IBM. Ça fait quoi d'être la plus belle acquisition d'IBM en 2023 ? Voilà, ça fait plaisir. Donc moi j'ai été intégré à Apptio quelque part pour gérer la synergie après cette acquisition. On est ravis chez IBM d'accueillir Apptio. C'est un fleuron dans le domaine du FinOps. On n'a pas choisi cette entreprise par hasard. Leurs solutions sont leaders sur tous les segments qui sont couverts. L'année qui s'ouvre à nous là en ce début 2024 semble radieuse, donc on est ravis. Comme je le disais dans mon intro, le cas du cloud pèse lourd. Apptio est spécialiste du FinOps. Est-ce que cette démarche se résume à une simple maîtrise des coûts ? Alors non, l'objectif évidemment initial, c'est d'être capable de maîtriser ses coûts. Aujourd'hui, il y a de très grosses dépenses qui sont faites sur le cloud de manière très générale au niveau du monde. Et on estime qu'il y a à peu près il y a une énorme quantité d'argent qui est gaspillée parce qu'elle est mal allouée. Donc effectivement, au départ, le FinOps, c'est de se dire comment est-ce que j'arrive à faire travailler mes différents collaborateurs opérationnels, développeurs et financiers pour leur donner des métriques sur lesquelles tout le monde va s'entendre et qui permettent de maîtriser ses coûts. On va dire que le FinOps, c'est avant tout une méthodologie pour pouvoir sensibiliser les gens sur ce qu'ils consomment. Donc il y a des outils, mais il y a tout ce qui est autour de ça. Il y a un vocabulaire commun, il y a un état d'esprit commun. Comme l'étaient d'autres méthodologies IT en leur temps, ITIL, il y a une vingtaine d'années par exemple. L'objectif, c'est d'être sûr que tout le monde s'appuie sur les mêmes données et que tout le monde se comprend. Donc ça induit des changements culturels, de la gouvernance en bonne quantité, puisqu'il faut que chacun s'approprie tous ces changements, comprenne ce qui se passe, pourquoi on le fait, à tous les étages. Et qu'on puisse aussi introduire là-dedans de l'automatisation. Donc il y a un petit peu les deux. Il y a toute la partie outillage et puis il y a toute la partie gestion de l'humain qui utilise ça parce que heureusement il y a encore des humains derrière toutes ces décisions. Donc c'est une démarche complète finalement et c'est beaucoup d'accompagnement au changement, si je comprends bien. Absolument. Quelle pratique une entreprise doit-elle mettre en place pour adopter justement une démarche FinOps qui soit efficace ? Alors, le FinOps, juste pour rappel, parce que j'imagine que les auditeurs seront versés dans ce sujet, mais c'est un cycle vertueux qui s'élabore en 3 temps. C'est le fameux Inform, Optimize, Operate de la FinOps Foundation. Donc il y a ces 3 temps. Je dirais qu'en fin de compte, il faut adresser les 3 sujets pour être efficace. Le premier qui est la partie informe, c'est déjà de savoir d'où on part. Donc qu'est-ce qu'on consomme, qui consomme quoi. Ça c'est un vrai problème encore aujourd'hui en 2024 dans beaucoup de DSI. Il y a du cloud un peu partout. Ça a quand même révolutionné les usages parce que au départ, dans l'ancien mode de consommation, on va dire, il y avait une direction financière qui décidait d'un certain nombre de choses, qui achetait des outils, qui ensuite étaient poussés aux opérationnels, et les opérationnels les utilisaient. Alors évidemment, tout ça, c'était fait avec des projets pour jauger ce qui était nécessaire, de quoi avaient besoin les équipes, etc. On a quand même renversé tout ça avec le cloud, parce que maintenant, les opérationnels achètent des choses dans le cloud en 3 clics, des fois en 1, et tout ça ensuite remonte à la direction financière en fin de mois, ils reçoivent une facture et il faut la régler. Donc évidemment, ce changement-là, il a nécessité de mettre en place de nouveaux outils pour d'abord être capable de voir qui consomme quoi,
assigner les lignes financières aux bonnes entités pour ensuite être capable de refacturer. Ça va être la partie informe. Ensuite, la partie optimize, c'est quelque chose qui a toujours existé dans l'IT. Comment j'arrive à faire mieux, comment j'arrive à faire ou la même chose moins cher, ou alors à prix équivalent, quelque chose de plus performant. Ça, c'est la partie optimisée. Être capable, en s'appuyant sur les données financières et une partie de données techniques, de trouver dans les catalogues qui changent continuellement chez les providers, quelles sont les meilleures offres pour être capable de rendre son service avec le bon niveau de qualité au bon niveau de prix. Et puis ensuite, il y a toute la partie operate, qui est comment est-ce que je mets en place des équipes qui, en connaissant les optimisations qui sont nécessaires, vont être capables après de les mettre en place. Parce que dans le FinOps, on a souvent des grandes promesses d'économie. Tu en parlais tout à l'heure en début d'émission. C'est pas suffisant de dire je vais vous faire économiser 20%. Si personne ne prend les actions idoines pour arriver à ces 20% d'économie, on n'économise rien du tout. Donc tu viens d'évoquer les 3 étapes du cycle FinOps. Sur la partie Optimize, quels sont les leviers d'optimisation que peut activer une entreprise pour avoir un réel impact? Et au-delà, est-ce qu'il est possible de percevoir réellement la rentabilité d'un euro investi dans l'IT? Alors, sur le cloud, pour résumer très simplement, on va dire qu'il y a 4 piliers d'optimisation. Le premier, c'est un peu comme à la maison, éteindre la lumière quand on n'a pas besoin d'être dans la pièce. C'est éteindre les ressources qu'on a provisionnées dans le cloud qui ne sont pas nécessaires. On a tout un tas de serveurs qui servent pour du test, du développement ou d'autres choses qui ne sont pas des applications qui sont visibles par les clients et qui doivent être opérationnelles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Toutes ces ressources-là, déjà, on peut les suspendre la nuit, le week-end. Pour donner un ordre d'idée, en gros, si on éteint un serveur dans le cloud toute la nuit et tous les week-ends, ça représente à peu près 70% d'économie, puisque en vrai, les heures ouvrées d'une semaine, c'est à peu près 30% de la semaine. Donc ça, c'est le premier pilier. Le second, c'est se débarrasser de tout ce qui n'est pas utile. On provisionne des espaces de stockage qui sont rattachés à des machines, et puis au bout d'un moment, la machine n'est plus nécessaire, donc on va l'enlever. Mais parfois, on oublie le stockage. Ou alors, on a provisionné des services qui ont été utiles pendant un certain temps, et puis après, malheureusement, on les oublie. Ça coûte, puisque dans le cloud, on est facturé au temps passé. Et donc, si c'est pas utile, il faut s'en débarrasser. Ça, c'est 2 premiers leviers qui sont relativement facile à mettre en place. Ensuite, il y a un 3e levier qui est vraiment maintenant le fer de lance, en tout cas des optimisations, c'est comment est-ce que je m'assure que tout est dimensionné correctement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le right sizing dans le domaine, où on va chercher à s'assurer que les bases de données, les serveurs, le stockage est sur le bon niveau d'offre et avec la bonne quantité de ressources, ni trop peu. Évidemment, la raison d'être de l'IT, de manière générale, c'est de fournir un service d'un certain niveau de qualité. Et il faut, pour faire des économies, souvent réduire la quantité. On peut résumer simplement en disant que c'est pour réduire la quantité de ressources, mais la solution qui consiste à dire je ne veux pas payer cher, donc je réduis tout au minimum, fait que derrière, il n'y a plus rien qui marche correctement. Donc c'est un équilibre assez subtil à trouver, c'est-à-dire qu'on va faire la chasse au gaspillage, mais il faut aussi garder un œil averti sur les performances, parce que c'est ça qui est attendu. Et puis le 4e niveau, une fois qu'on a, normalement si on suit le cycle, en tout cas dans l'évolution de la maturité de l'adoption du FinOps, le dernier niveau, ça va être les optimisations contractuelles. Donc ça, c'est tous les engagements qu'on peut prendre auprès des différents providers en disant, voilà, je m'engage sur un certain montant, sur un certain temps, en échange de quoi j'ai une réduction plus ou moins importante qui varie entre 40 et 60%. Mais par contre, ensuite, charge à moi d'utiliser correctement les ressources sur lesquelles je me suis engagé. Mais pour savoir sur quoi on va s'engager dans la durée, l'idéal, c'est d'avoir déjà fait les 3 premières étapes dont j'ai parlé, supprimer tout ce qui n'est pas nécessaire, éteindre ce qui n'a pas besoin d'être allumé 24 heures sur 24 et avoir tout dimensionné correctement pour être sûr qu'on s'engage sur la bonne quantité de ressources. Oui, c'est là qu'on se rend compte que les métriques et le suivi des KPIs est importante pour pouvoir mettre tout ça en place. Absolument. Ça veut dire qu'il faut nécessairement avoir des tableaux de bord qui sont plus ou moins temps réel, on va dire, mais le propre de la démarche FinOps, c'est d'être capable de réagir rapidement. Donc avec des outils tels que Cloudability, par exemple, on va avoir la vision de quelles sont mes consommations et surtout faire de la détection d'anomalies. C'est-à-dire qu'une entité qui consomme habituellement 2 000 € par jour, si soudainement elle passe sans que rien n'ait été prévu à 3 000, c'est mieux de s'en rendre compte au bout de 2 jours et de rectifier le tir que de s'en rendre compte à la fin du mois quand on a la facture, parce que du coup, il faudra la régler. Donc il y a vraiment cet aspect-là de surveiller ce qui se passe et d'être capable de
lire le passé pour prédire un petit peu l'avenir, de faire de l'analyse de tendance. Et puis, avec ensuite des compléments tels que Turbonomic, par exemple, c'est de ce dont je parlais tout à l'heure, avec la partie optimisation, se dire, une fois que j'ai cette vision-là, ce suivi-là, comment est-ce que je passe de l'étape du manuel où je sais ce que je dois faire, je l'envoie à des équipes qui vont faire ça sur le terrain. Comment est-ce qu'ensuite je peux transformer ça pour un certain nombre de choses, je sais d'avance que de toute façon je vais le faire, donc autant le rendre automatique par un processus qui est déterministe pour pouvoir libérer du temps à mes équipes pour se concentrer sur d'autres choses et notamment l'innovation et ce qui apporte la vraie valeur ajoutée de mon entreprise. Est-ce que tu penses qu'on va arriver à une facturation unifiée du cloud? Parce que c'est ça aussi un des défis pour les entreprises, c'est que d'une facture à une autre, on ne retrouve pas les mêmes éléments. Donc, est-ce que tu penses qu'on va arriver à cette facturation unifiée et quel serait l'impact justement dans l'approche FinOps? J'ai pas de boule de cristal, malheureusement. Il y a des initiatives autour de ça. La FinOps Foundation travaille notamment sur des spécifications de quelque chose qui s'appelle Focus, qui est là pour dire finalement la plupart des organisations aujourd'hui travaillent avec de multiples fournisseurs de cloud. Alors, il y a Microsoft, Amazon et Google pour les trois plus gros. Ils ont tous leur système de facture. Une facture de service chez AWS, ça fait plusieurs milliers de pages et c'est difficilement gérable. Et du coup, c'est pour ça que des outils comme les nôtres ont été créés, pour normaliser en tout cas les données, pour pouvoir les rendre comparables et après se rendre compte de ce que c'est. Un des objectifs principaux du FinOps, c'est de se dire est-ce que j'arrive à jauger, et tu en parlais tout à l'heure, d'un euro investi dans mon entreprise, combien est-ce qu'il me rapporte? Si deux entités ont des coûts cloud très élevés, mais qu'il y en a une qui est entre guillemets plus rentable que l'autre, est-ce qu'on ne peut pas répliquer le mode de fonctionnement de l'entité rentable vers l'autre, faire un peu de benchmarking et arriver finalement à jauger toutes les dépenses IT que je vais faire, est-ce qu'elles sont bien choisies? Et surtout, il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est que l'IT a été pendant très très longtemps perçu comme un centre de coûts. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui peut fonctionner sans. Il faut bien penser que chacun des projets qu'on fait, il doit nourrir les axes stratégiques qu'on s'est définis. Une société, elle est là pour répondre à un besoin. Ce besoin-là, il peut être décliné en général à très haut niveau, on va dire 3 ou 4 axes majeurs. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est dans les milliers de projets IT qui vont être développés dans l'année, est-ce qu'on est sûr que chacun des projets, il va bien dans la direction qui nous permettra d'atteindre ou pas d'atteindre nos axes stratégiques. Si ce n'est pas le cas, il faut être capable de s'en rendre compte rapidement, de pivoter, de peut-être l'annuler, pourquoi pas. Mais tout ça, c'est important. Donc, je ne pense pas que la facturation des cloud providers sera unifiée à un moment donné. Par contre, qu'il y ait cette méthodologie qui permette par transformation d'arriver ensuite à pouvoir comparer des factures des différents providers d'un point de vue normalisé et ouvert, ça, c'est fort probable. Et l'impact sur le FinOps, il sera, à mon sens, assez light dans le sens où aujourd'hui, il y a déjà des outils qui permettent un petit peu de gommer ça. Demain, ça permettra juste, je pense, de démocratiser encore plus l'utilisation du FinOps parce que ça sera peut-être un peu plus facile d'aller dans ce domaine-là et de développer des réflexions autour de ces sujets au final qui, sans être unifié auprès des opérateurs, pourra être unifié au sein de son organisation. Plutôt que de te poser la prochaine question, je me suis dit que j'allais te faire écouter un court extrait d'un ancien épisode d'Objectif Cloud qui s'appelait FinOps, comment maîtriser la consommation cloud dans le temps. Les entreprises aujourd'hui ont beaucoup d'initiatives autour du Green IT, de façon isolée une approche FinOps, mais on voit bien la convergence qui arrive. Alors, comme tu l'as sûrement reconnu, c'est Thomas Sarrazin, leader de l'offre FinOps pour le groupe Capgemini. Cet extrait date d'il y a 3 ans. On en est où de cette convergence aujourd'hui ? Je salue Thomas au passage, mais je suis complètement d'accord avec lui. Alors, si c'était il y a 3 ans, il avait vu juste. Aujourd'hui, je dirais que les choses elles se sont encore accélérées parce que la législation en Europe et de manière assez globale dans le monde, elle pousse vers ça, d'avoir des KPI et des initiatives autour de l'écologie, la durabilité dans l'IT et surtout déjà dans un premier temps être capable de montrer qu'on va vers du mieux. Il se trouve que dans la plupart des cas, et ça c'est vrai que c'est le domaine du cloud qui l'a poussé, les nouvelles générations de machines qui sont proposées, les catalogues sont mis à jour en permanence, les nouvelles générations de machines, elles sont systématiquement plus performantes et moins consommatrices. Donc,
cette convergence, elle se dessine et elle s'accentue de plus en plus. Ceci étant dit, il y a parfois des cas de figure où le FinOps et le GreenOps, je ne veux pas dire qu'ils s'opposent, mais en tout cas, il va falloir faire un choix. À un moment donné, il y a des technologies qui sont plus vertes, mais qui coûtent aussi plus cher. Et dans le sens du FinOps, on cherche à faire des économies. Peut-être qu'on va aller vers un avenir, en tout cas c'est mon opinion, on va aller vers un avenir où dans la convergence, on aura été le plus loin possible. Et puis après, il y aura peut-être des technologies qui seront plus vertes, mais qui seront plus chères. Et dans ce cas-là, il faudra, c'est peut-être de l'éthique ou en tout cas un choix stratégique d'une entreprise. Choisir, soit je veux être un peu plus green, soit je veux être un peu moins cher. Et puis ça, chacun sera libre d'en décider par rapport à ses objectifs. Dans mon intro, je mentionnais aussi l'explosion des projets de GenAI. Et je pense que du coup, ils vont alourdir encore plus cette facture cloud qu'on a aujourd'hui. Quels impacts tu vois, toi, de cette GenAI sur les environnements cloud, mais aussi sur le FinOps, sur l'approche FinOps ? Fin 2023, début 2024, c'est un tsunami sur la partie de GenAI. Je pense qu'il y a deux impacts majeurs. Le premier, c'est au sein des outils de FinOps, et là, on a déjà commencé à travailler dessus. Comment est-ce que je me sers des bons côtés de la Generative AI dans les outils pour être capable d'affiner mes recommandations, mes optimisations, être capable de faire peut-être des tableaux de bord qui vont être plus pointus, plus rapidement capable d'apporter l'information que quelqu'un cherche avec de l'assistance. Est-ce que dans l'automatisation dont tu parlais aussi, ça peut être quelque chose d'intéressant ? Absolument, parce qu'on a aujourd'hui un des domaines dans lequel le GenAI est le plus massivement adopté, c'est le domaine du code et de l'assistanat pour le développement. On peut tout à fait imaginer dans l'automatisation avoir finalement une intelligence artificielle qui va faire des scripts de remédiation, on se projette un petit peu plus loin, mais c'est comment est-ce que la machine va être capable d'améliorer ou d'assister des choses qui au départ étaient longues manuellement à développer pour aller plus vite à l'objectif. Donc ça, c'est comment est-ce qu'on va intégrer la GenAI dans les outils. Puis après, il y a, ça c'est exactement ce que tu mentionnais. Le deuxième impact, c'est pour faire de la GenAI, il y a besoin d'une capacité de calcul qui est stratosphérique. Cette capacité de calcul, il y a assez peu de monde qui a décidé d'aller provisionner tout ça dans ces data centers. Donc les gens se tournent vers le cloud, ce qui fait que nécessairement le nombre de machines et les coûts dans le cloud vont être probablement tirés très fort vers le haut par l'adoption de la GenAI. Et ça renforce d'autant plus la nécessité d'outils FinOps pour se dire, OK, il faut que je garde bien les yeux sur qui fait quoi dans ce domaine-là, parce que là, les coûts peuvent exploser très rapidement. Et encore une fois, si on n'est pas suffisamment réactif, après, il faut payer les factures. Donc, c'est un autre problème. Avant de conclure ce podcast, j'ai une dernière question. Tu es dans Objectif Cloud. Quel est ton objectif pro ou perso pour les mois à venir ? Alors, la nouvelle feuille de route qui m'a été donnée il y a quelques mois, c'est de superviser un petit peu l'intégration technique d'Aptio au sein d'IBM. Alors, je dirais que la meilleure chose qu'on peut me souhaiter, c'est que cette intégration se passe de la meilleure des manières, que les Aptianes, comme on les appelle, se sentent comme des poissons dans l'eau chez IBM, et que surtout, le domaine du FinOps continue son envolée pour qu'on puisse aider nos clients de la meilleure des manières avec les outils Aptio et IBM. On souhaite une belle intégration aux Aptiennes. Exactement. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez apprécié l'émission, abonnez-vous à Objectif Tech et pensez à laisser des étoiles sur vos plateformes de streaming préférées. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.